Et bonjour à tous, c'est Astier et aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne des cartes sur table pour une nouvelle analyse de deck. Aujourd'hui, on va parler du fameux Sabine ECL qui gagne quasiment tout en ce moment, ou en tout cas qui est présent dans beaucoup de tops des PQ. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, l'intro. Ok, on se retrouve à présent pour entrer dans le vif du sujet. Donc, ici, j'ai voulu vous présenter le deck précis qui a gagné le PQ de Barcelone. Donc, PQ dont vous en parlez Sabac et Mathieu mardi lors de leur review des PQ du week-end, donc du 4 et du 5 janvier. J'ai voulu parler de cette Sabine ECL parce que vraiment, s'il y a un deck, lorsque je regarde leurs vidéos et lorsque je regarde un petit peu les résultats du week-end, qui sort du lot, c'est vraiment ce Sabine ECL. Puisque regardez bien, sur le PQ de Barcelone, c'est le gagnant. On le retrouve également dans le top 4, également dans le top 8. Donc c'est un deck qui se retrouve dans énormément de méta. C'est un deck qui est très stable, comme on peut le voir, puisqu'il finit souvent dans le top, mais c'est surtout que les sorties sont relativement stables. Vous allez voir dans la présentation du deck qu'il y a beaucoup de cartes qui peuvent en remplacer d'autres. Justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on a la Sabine lorsqu'elle est en leader, donc qui est une unité assez classique, en rouge-blanc, et qui a une action d'infliger un dégât à chaque base. On ne va pas rentrer plus dans le sujet de ça, puisque c'est une carte qui est là depuis le 7-1, qui est très présente, qui est notamment présente en double rouge ou en rouge-jaune, et donc lorsqu'elle est déployée au tour 3 avec 4 ressources, c'est une 2-5 qui permet, lorsqu'elle attaque, d'infliger un dégât à la base de l'adversaire. Le CL, on ne le présente plus évidemment. Sa grosse particularité, c'est de donner embuscade à une unité qui coûte 6 ou moins de la main, et donc qui va permettre souvent de pouvoir nous sortir de situations un petit peu épineuses ou d'entériner une partie. On va passer sans plus tarder aux unités, vous allez voir qu'il y en a beaucoup dans le deck. L'infanterie de marine, une 3-3 pour 2, un excellent tour 1, donc qui a l'avantage de présenter l'affinité héroïsme, donc le blanc, et qui a le trait rebelle, qui est très important, vous allez voir par la suite. Bon, si vous suivez les vidéos depuis un petit moment sur la JS, vous allez voir que Sabine Wren, c'est encore une fois, vous allez dire, Astier, il ne fait qu'en parler, mais oui, c'est une de mes cartes préférées. Excellente statistique, 2-3 pour 2, qui en plus de ça est mandalorien, rebelle, spectre, donc on peut la retrouver dans beaucoup d'archétypes, donc qui en plus de ça aussi est héroïsme. Et c'est surtout que lorsqu'elle est en attaque, vous pouvez infliger un dégât au défenseur, donc vous pouvez le finir et garder votre Sabine tranquille. Vous pouvez faire péter le bouclier et l'attaquer, et vous pouvez également faire un dégât à la base pour essayer de la grappiller en même temps. Donc elle n'a que des avantages, et en plus de ça, on ne revient pas dessus, mais le pompon sur la Garonne, si je puis me permettre, au vu du pull que je porte aujourd'hui, ben évidemment, si jamais il y a 3 affinités parmi les autres unités amies, on ne peut pas attaquer Sabine, donc ce qui est vraiment ce qui permet de la protéger et de la préserver sur le terrain. Jean Erso qu'on retrouvait pas beaucoup avant, mais c'est normal puisqu'elle date du 7-3, c'est une 3-2 pour 2, donc elle a des bonnes statistiques d'attaque, qui est rebelle, et c'est surtout que tant qu'une unité ennemie a été éliminée à cette phase, cette unité a plus 1, plus 0 et gagne saboteur, donc elle va pouvoir passer outre les sentinelles de votre adversaire, et également de faire péter les boucliers. Donc, bien évidemment, vous n'allez pas chercher à ce que vos unités se fassent trade, mais votre adversaire, si jamais il va trade une autre unité, il va renforcer Jean Erso. Donc en fait, on va un petit peu mettre le focus sur Jean Erso pour permettre aux autres unités de pouvoir attaquer. D'où l'importance de l'avoir dans le deck. Et c'est vrai qu'on ne l'aura pas dans toutes les decklists, mais dans cette decklist, c'est plutôt intéressant. Le défenseur de la base écho, justement, une 4-3 pour 3, un excellent tour 2 qui va permettre de protéger vos autres unités, car en plus d'excellentes statistiques d'attaque lorsqu'il va s'agir de rush, qui est toujours rebelle, et qui a Sentinelle, ce qui va permettre de protéger un peu vos autres unités, comme je l'ai dit juste avant, mais surtout que si votre défenseur se fait trade, ben ça va renforcer la Jean Erso qui va pouvoir attaquer donc en 4-2, vous l'avez compris. Sans plus tarder, ben forcément le lieutenant de flotte, une très bonne carte, une 3-3 pour 3 des statistiques tout à fait convenables, mais qui permet de faire attaquer avec une unité, et si en plus de ça l'unité est rebelle, vous avez plus 2, plus 0, et vous allez voir que des unités rebelles dans ce deck, il y en a énormément, si ce n'est pas pour dire qu'il n'y a que ça. Les combattants de la liberté, alors là il n'y en a que 2, forcément, puisque ce n'est pas un Sabine double rouge, il y a quand même des cartes qui sont, donc vous l'avez vu comme le lieutenant de flotte, qui sont seulement héroïsme, et il y a des cartes qui sont vertes. Donc on n'en met que 2, alors c'est une très bonne carte, hein, 3-4 pour 3, c'est très stable, et lorsqu'on joue une autre carte rouge, on peut infliger un dégât à une base. C'est très bon, mais c'est pas la carte clé du deck. Dans un Sabine double rouge, forcément, hein, vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire qu'il faut en mettre en 3 exemplaires.
Cassian Andor. Alors Cassian Andor, il a plusieurs utilités. La première, c'est que c'est une carte qui est contrebande. Donc quand vous l'avez en main de départ, vous ne vous posez même pas la question, vous la mettez directement en ressources. Donc ça permet de ne pas se casser la tête sur « Ah tiens, qu'est-ce que je mets ? Je vais me bloquer des options, etc. » Un des seuls decks où vous pouvez vous permettre de la garder en main de départ et pouvoir la jouer au tour 2, c'est lorsque vous allez jouer contre, vous savez, les 4 bannés. Puisque 4 bannés, je vous rappelle, quand il va jouer un Pègre, il va permettre de pinguer vos créatures, enfin vos unités. Donc lorsque vous jouez Cassian au tour 2, avec 5 points de vie, vous allez pouvoir mettre ces dégâts sur le Cassian et protéger les autres unités, il va servir de bouclier. Mais sinon, vous allez le garder pour plus tard, en contrebande, il n'y a pas de souci. Et lorsque vous le jouez en contrebande, il arrive redressé. Et votre adversaire va techniquement pas pouvoir faire grand chose et il va pas pouvoir esquiver les 3 dégâts. Donc c'est plutôt cool. En plus, c'est un rebelle et c'est héroïsme. Il n'y a que des avantages. L'amiral Yularen en 2 exemplaires. Alors ici, c'est un peu la surprise. C'est vrai que moi, c'est pas forcément une carte avec laquelle j'ai l'habitude de jouer. Alors forcément, on la joue plus lorsqu'on joue des stratégies, vous savez, avec les clones, avec les jetons clones. Mais mine de rien, pour 3, c'est quand même une 2-5. Qui a héroïsme et qui ici, qui n'a pas rebelle. Et chaque autre unité amie héroïsme a plus 0, plus 1. Donc ça permet de gagner en stabilité, en résistance sur nos unités. Ça permet également de contrer là aussi une stratégie 4 bannés. Par contre, vous allez voir que la récupération 1 va être utile lorsqu'on se retrouve dans un match miroir. Mais souvent, c'est une carte qu'on va enlever et qu'on va échanger avec notre side pour mettre des cartes plus impactantes sur différents decks. On continue avec le K2SO. Alors justement là, le K2SO, il n'y en a qu'un. Parce que le K2SO, c'est une carte qui va être importante, mais la stratégie ne va pas tourner autour du K2. Le Podamron, alors ici encore une fois, une unité qui n'est pas rebelle, qui est résistance, mais qui est quand même héroïsme, et le Podamron qui est quand même intéressant pour faire 6 dégâts, donc une 6-6 pour 5, qui peut arriver sous le coup de ciel en embuscade, et en attaque, donc qui permet de défausser jusqu'à 3 cartes de la main, donc on va pas le faire à tous les coups, mais qui permet soit d'infliger 2 dégâts à une unité ou à une base, ça peut être plutôt cool, d'éliminer une amélioration qui pourrait être légèrement embêtante, et un adversaire défausse une carte de sa main. Ça peut être intéressant contre les decks contrôle. Après, c'est l'adversaire qui choisit la carte, donc attention, contre un adversaire qui a déjà 3, 4, 5 cartes en main, ça va pas être très impactant. Mais ça peut venir permettre de débloquer les situations lorsqu'il y a des sentinelles qui sont gênantes. Là et là, Sekura, un petit peu la surprise de ce deck, puisque, bon, vous allez voir, c'est pas forcément présent partout, c'est pas un rebelle non plus, mais ça reste quand même de très bonnes statistiques pour 5 en attaque, 6-5 pour 5, et qui a coordination en attaque, vous pouvez prévenir tous les dégâts de combat qui devraient être infligés à cette unité pour cette attaque. Tout l'intérêt en fait d'Ayla, ici, c'est, en plus du body solide, donc 6-5 pour 5, c'est, vous avez déjà 2 unités sur le board, une unité qui est très embêtante sur votre adversaire, qui a sentinelle ou qui a la possibilité de venir trade beaucoup de vos unités. Vous jouez là et là sous le coup de votre intervention opportune ou de votre ECL, vous allez trade l'unité adverse, et en plus de ça, vu que vous avez déjà 2 unités, elle va profiter de sa coordination et ne prendre aucun dégât. Et vous allez vous retrouver avec 3 unités sur le board, dont une Ayla, boostée aux hormones. Et enfin, un breaker, une 7-6 pour 6, très bonne statistique, qui est toujours sous le coup de CL avec 7 dégâts en débordement, donc il ne faut pas le négliger, ça peut arriver sur le terrain, détruire une sentinelle adverse et faire tous les dégâts en surplus sur la base adverse, et surtout qu'une fois joué, vous pouvez éliminer une ressource amie, et c'est vrai que quand il arrive à 6, vous avez rarement besoin de plus de 6 ressources avec ce deck, vous pouvez infliger 5 dégâts à une unité terrestre, donc vous pouvez faire trade 2 unités ou alors en affaiblir une, donc affaiblir une grosse sentinelle adverse comme par exemple le Obi-Wan Kenobi. Vous infligez 5 dégâts, vous attaquez avec votre breaker, vous faites les débordements, donc vous vous débarrassez du Obi-Wan, de la sentinelle qui gêne vos autres unités, et en plus de ça vous faites des dégâts à la base adverse. Ça n'a que des avantages. Donc ici on a parlé des unités terrestres, je me suis un petit peu épanché, mais vraiment pour vous expliquer pourquoi telle carte se retrouve là et pas une autre, parce que c'est vrai que certains pourraient être assez étonnés de ne pas avoir 3 K2SO, mais là et le Breaker ont vraiment leur importance dans ce deck, et leur importance primordiale. On va passer sans plus attendre aux unités spatiales, là il y a beaucoup moins de surprises, le A-Wing de l'escadron vert, Raid 2 en attaque, une 1-3, excellente carte, on ne la présente plus. Le X-Wing de l'Alliance, là encore une fois, pour la stabilité, c'est pas une carte de game changer, mais c'est toujours un tour 1, une 2-3 pour 2, qui est rebelle. Le chef d'escadrille qui va permettre de donner 2 jetons d'expérience à une autre unité rebelle amie,
plutôt intéressant puisque ça va permettre de booster une de nos unités tout en venant protéger. En effet, vous jouez le chef d'escadrille, vous avez une unité, par exemple le X-Wing de l'Alliance qui passe en 4-5, ça va être très embêtant pour votre adversaire autour d'eux à gérer. Et en plus de ça, si votre adversaire joue par exemple pouvoir du côté obscur, il n'y a pas de souci, vous choisissez le chef d'escadrille, après tout c'est qu'une 2-1, c'est pas grave si elle se fait trade, vous avez toujours votre 4-5 sur le board. Excellent. Et enfin le raid 3, on le présente plus, chaque autre unité héroïsme gagne raid 1, ça raid 1, c'est une excellente carte. Ça pour le coup, vous allez la trouver en 3 exemplaires dans tous les decks Sabine, ou alors, c'est mon nom de la vie, mais je pense qu'il faut être fou pour ne pas la jouer en 3 exemplaires. On passe sans plus attendre aux événements. Vous allez voir qu'il n'y en a pas 50, il n'y en a que 3 différents. Le premier, c'est Assaut Rebelle. Attaquer avec une unité rebelle, elle a +1/+0 pour cette attaque. Puis attaquer avec une autre unité rebelle, elle a +1/+0 pour cette attaque. On a vu que des unités qui ne sont pas rebelles, il n'y en a pas 50. Il y a eu la Reine, il y a la Ayla et il y a le Podameron. Donc une très bonne carte. J'avoue que personnellement, je l'aurais plutôt mise en 3 exemplaires. On a l'intervention opportune, j'en parlais juste avant. Elle, vous la mettez en contrebande, vous réfléchissez même pas. Et plus tard, quand vous avez déjà utilisé votre ECL, c'est quand même mieux pour surprendre votre adversaire. C'est vrai que l'adversaire va tellement être focus sur le ECL, donc votre base, que quand elle va être utilisée, cette menace va être un petit peu sortie de la tête. Et c'est vrai que même si on le sait qu'il y a intervention opportune, on est tellement focalisé sur la base qu'on ne se doute plus qu'il peut y avoir une embuscade. Et c'est là-dessus que vous allez essayer de jouer, sur le fait que d'endormir votre adversaire sur les menaces potentielles et de quand même pouvoir faire embuscade avec une autre de vos unités. Très intéressant. Et enfin, le pour une cause dans laquelle je crois, donc je vous la relis quand même pour la forme, révélez les 4 cartes du dessus de votre deck, pour chaque carte héroïsme ainsi révélée, vous infligez un dégât à une base ennemie, vous allez burn en fait, et vous pouvez défausser n'importe quel nombre de ces cartes révélées et les remettre le reste sur votre deck dans l'ordre de votre choix, donc vous allez contrôler ce qui va venir, et en plus de ça faire des dégâts à la base adverse, et la petite statistique c'est que dans votre deck il y a 46 cartes héroïsme, donc vous avez 92% de chance d'attraper les bonnes cartes, sachant que les interventions opportunes, vous allez les mettre directement en contrebande, il en reste plus que 48, alors bien évidemment, au fur et à mesure de la partie, ce pourcentage va fluctuer, mais normalement, si vous débrouillez bien, vous atteignez très rapidement le 100% de chance d'attraper des cartes héroïsme. On passe aux améliorations, forcément, il y en a 2. Détermination héroïque, elle n'y est qu'en une fois, parce que, encore une fois, votre deck, normalement, il est censé pouvoir gagner 100, mais ça fait toujours plaisir lorsque ça vient. Si vous n'avez pas de détermination héroïque et que vous n'êtes pas fan, mon petit conseil, rajoutez un assaut rebelle. Mais voilà, je vous présente vraiment la decklist qui a gagné. C'est pas moi qui ai gagné, donc vraiment, c'est pas à moi de vous donner ce genre de conseils. Mais si vous n'êtes pas fan, je pense qu'assaut rebelle, c'est pas déconnant. Détermination héroïque, c'est un +1/+1 pour 1. C'est pas dingue en soi. Mais ce qui va être intéressant, c'est que ça va vous permettre, avec une action de payer 2, d'éliminer la détermination héroïque et vous attaquer avec un +4, +0 et débordement. Alors, la petite astuce, c'est de ne pas mettre cette carte sur un breaker ou sur le K2, qui ont déjà débordement, sauf si bien sûr ça vous permet de gagner. Mais vous la mettez sur des Sabines, sur une autre carte qui est plus faible pour créer une double menace, là ça peut être cool. Et forcément, le sabre noir, donc +4, +3. Donc, en attaque, vous pouvez donner un jeton expérience à chaque autre unité mandalorien ami, +4, +3, tout l'intérêt, ça va être de la jouer sur une unité qui n'est pas Sabine au final, puisque comme ça, vous allez pouvoir attaquer votre unité qui a le sabre noir et faire profiter Sabine d'un jeton expérience. Alors la Sabine leader ou la Sabine unité, vous l'aurez compris. On passe directement au side. Alors le side, je vais essayer de faire rapide, même s'il y a quelques trucs à dire. Le soldat des forces spéciales, ici, une fois joué, unité perd sentinelle pour cette phase. Ça va être intéressant lorsque vous allez jouer surtout contre des decks verts ou bleus. Bleu parce qu'on a toutes les sentinelles qui sont relativement pénibles, comme les Obi-Wan, comme le Bendu, en vert parce qu'on va avoir, avec notamment le Moff Gideon, beaucoup d'unités qui peuvent avoir sentinelle, notamment dans le deck, j'y pense avec, vous savez, son Dark Trooper de phase 3, qui peut être pénible. Le Wolf, c'est la même chose. Le saboteur, il va permettre de passer outre ces sentinelles, mais là, ce qui va être intéressant, ça va être surtout de faire en sorte que les bases ne peuvent pas être soignées. Donc, contre les Hidden, contre tous les decks bleus, qui vont avoir tendance à regagner des points de vie, grâce notamment à Vigilance. Ici, le chasseur fang de neutralisation, il va être primordial lorsque vous allez jouer contre des decks du type mandalorien, comme Gar Saxon, puisque c'est des decks qui vont avoir énormément d'améliorations. Il va falloir réussir à éliminer l'amélioration clé. Ça va être aussi intéressant contre les decks Bosque, pour pouvoir détruire les primes qui vont venir un petit peu vous embêter. Donc une très bonne carte, voilà, qui est en side, parce que de fait, il n'y a pas non plus énormément de decks qui jouent des améliorations, mais vous pouvez en rencontrer quand même dans la méta. Ensuite, vous avez le Bright Up, donc Sentinelle 2-6, une très bonne Sentinelle qui permet en plus de faire remonter dans la main des unités terrestres non leaders. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors,
elle fait remonter dans la main depuis le board, hein, mais ça vous permet de piocher. Alors ça, au final, vous n'allez pas le faire beaucoup de fois. Ça peut toujours être cool, on ne sait jamais. Si vous voulez faire remonter une unité qui a une fois joué comme le soldat des forces spéciales, ou qui ont des faibles coups, ou qui sont endommagées, puisque vous voulez qu'elles reviennent sur le terrain avec tous ces PV. Mais surtout que ça va permettre de ralentir, notamment dans une méta où il y a beaucoup de Django TT, vous savez, le deck avec beaucoup d'unités spatiales, ça va permettre de vachement ralentir la progression de l'adversaire. Et enfin, le renfort de Ewing. Le renfort de Ewing, il peut être bien, notamment lorsque vous rencontrez des decks contrôle bleus avec les tirs de super laser, puisque votre board se fait clear, c'est pas grave, vous jouez votre renfort, et là vous pouvez revenir directement à la charge avec 3 unités, enfin jusqu'à 3 unités sur le terrain, donc ça permet un petit peu de contrer les tirs de super laser. Si votre adversaire ne joue pas de tirs de super laser, c'est pas forcément le truc le plus indiqué de jouer renfort de Ewing, même si ça reste une excellente carte. Voilà. Alors là, je vous présente la decklist générale. Vous pouvez la screen. Vous inquiétez pas, je vous la mets juste après, à la fin de la vidéo. Donc, il n'y a pas de souci si vous voulez la screen plus tard. Donc, on voit quand même que c'est une decklist qui est assez complète. Il y a pas mal de petits tricks à connaître, hein. C'est vraiment une liste tout droit, mais c'est pas non plus une liste débile. Voilà. Chaque carte a sa petite explication, va servir à gérer sa petite menace, notamment le sideboard qui est extrêmement important. C'est pour ça qu'on a 5 cartes en 2 exemplaires, mais c'est parce que chaque carte va venir contrer un deck en particulier, etc. C'est un deck qui est très stable. Voilà. N'hésitez pas à jouer vos cartes. Ne les gardez pas forcément pour le moment le plus indiqué. Notamment, par exemple, le sabre noir, vous pouvez le jouer sur tellement d'unités. Réfléchissez pas trop longtemps non plus. Pour une cause dans laquelle je crois, les statistiques sont en votre faveur. Vraiment, le deck est fait pour être stable et pour avoir le moins de... être le moins en dents de scie possible sur les différentes parties. Donc, c'est un deck qui, je pense, va vous apporter beaucoup de résultats. Après, si vous en avez marre de ce deck, au moins vous connaissez l'utilité de chaque carte et ça va vous aider peut-être à build le bon deck pour contrer le Sabine, puisque oui, le Sabine ECL est tout à fait contrable. Il a gagné beaucoup de tournois, il est présent dans beaucoup de top 8, mais il ne les a pas tous gagnés. Il n'y a pas que ce deck qui existe, donc c'est un deck qui reste contrable. Voilà. Pour la petite anecdote, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je me suis fait sortir du top 8 par un Sabine ECL, mais j'ai gagné contre un Sabine ECL, d'ailleurs un Sabine ECL qui se rapproche beaucoup de celui-ci, donc avec mon Django TT. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'était Astier pour les cartes sur table. Moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine. J'espère vous croiser sur les événements. Et d'ailleurs, ça fait toujours plaisir quand vous venez nous voir pour nous encourager. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Je remercie les personnes qui sont venues me voir au PQ de Toulouse. Je vous fais un grand bonjour, hein, surtout des joueurs toulousains et des joueurs bordelais. Et je vous dis à une prochaine.